Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 6. L'environnement leur semble presque surréaliste. Au loin, ils aperçoivent des fulis. Ce sont des oiseaux migrateurs qui sont reconnaissables à leur longue queue brillante, qui laissent des traînées aqueuses donnant des effets de traînées diamanteuses. Ces animaux sont propres à un seul monde et ils en ont tous entendu parler. Vissar est un monde connu pour être un Éden pour les espèces animales. Mais c'est aussi un monde classifié comme sanctuaire. Alors qu'il scrute les environs, Dorga se rend compte que l'ouverture de la porte a disparu. Il tente d'aller vers elle pour la toucher, mais ne trouve rien. Elle ne fait plus partie de leur espace. Comment est-ce possible ? Demande-t-il. Le commandant se lance dans une explication des plus simplistes. Vous vous trouvez dans un monde à boucle temporelle contrôlée. Un terme peu compréhensible pour des non-initiés. Il s'agit en quelque sorte d'une image d'un monde qui ne cesse de se répéter. Cette méthode consiste à créer un environnement d'une planète. Ce n'est pas vraiment le monde originel, même si elle emporte toutes les caractéristiques. Cela permet de visiter ou comprendre le développement d'organismes sans avoir à détruire la biodiversité du monde en question. Il ne s'agit pas d'un hologramme, mais bel et bien d'un monde réel. Cette technologie était aussi utilisée autrefois pour des repérages en vue d'invasion, mais elles sont maintenant prohibées. Et surtout, certaines planètes ont toujours refusé de recevoir ce genre de scanner. Les planètes mères des grandes races en tête de liste. Ils comprennent vite l'utilité de telles technologies, surtout dans le cadre de leur initiation. Car pour des soldats de l'élite galactique qui veulent s'adonner à des entraînements plutôt musclés, ils détruisent bien plus souvent leur lieu d'entraînement. Ils n'ont que peu de temps pour arriver à travailler ensemble et former une unité soudée. Bien, on va commencer par faire des exercices de récupération, lance le commandant, tout en triturant l'écran du bracelet de son armure. Des robots de défense apparaissent par faisceaux lumineux dans le champ où se trouve le groupe. Ce sont des machines de formes diverses qui reprennent plusieurs morphologies de races différentes, passant par des humanoïdes, insectoïdes, tercitoïdes ou même des fluctozoïdes. Ils étaient tous munis de barres de métal avec des capteurs à chacun de leurs bouts. Bien, je vais me placer à l'autre bout et chacun d'entre vous allez devoir me rejoindre sans vous faire toucher par les machines. Vous avez le droit d'utiliser toutes les techniques qui vous semblent utiles. Vous avez des questions ? Dit le commandant. Darwin souhaite poser une question, ce qui fait réagir Chanel d'un mouvement pupillaire. Je voudrais savoir comment Sudok va faire pour se déplacer les yeux fermés. Tu es stupide ou quoi ? Demande aussitôt la jeune femme. Vous ne connaissez pas la spécificité des Savarans ? Demande le commandant. Non, je sais que les Tyriens sont des menteurs et les Vistis sont des traîtres. Mais je ne sais rien sur les Savarans, dit-il d'un ton quelque peu narquois. Ce qui fait sourire Dorga. La jeune femme réagit aussitôt en se rapprochant rapidement de Tarwin. Elle voulut l'attraper par le cou, mais renonça pour ne pas créer un précédent. Elle se tient devant lui. Le jeune homme, lui, doit reculer, car Chanel mesure plus de 20 cm de plus que lui. Nous ne sommes pas des traîtres, t'as compris demi-portion ? Dit-elle d'une voix colérique. Il lui sourit, tout en rajoutant « Ma mère m'a toujours dit de me méfier des traîtres de Vistis. »
De la part d'une clove, c'était sûrement un sarcasme. Elle ne doit pas être bien compétente pour dire cela, rétorque-t-elle avec une pointe de condescendance. Salvi n'est pas une traîtresse, relance Dorga. La jeune femme ne peut ignorer ce détail qui vient la percuter de plein fouet. Elle, qui n'a jamais eu la moindre compassion pour aucun membre de cette race qu'elle considère comme néfaste, avait pourtant une certaine admiration pour cette femme qui était connue pour être la plus redoutable imaginiste de la République universelle. Elle ne pouvait détourner son regard du jeune homme, qui lui semblait bien différent, ce qu'elle eut du mal à accepter, car comment cela était possible qu'un individu aussi désagréable soit le fils d'une personne aussi admirable, pensa la jeune Vistis. Alors, tu es le fils de Salvi demandait-elle, ce que confirme le jeune homme d'un hochement de tête. Le visage médusé du Tyrien qui ne pouvait retenir un murmure. C'est donc le petit-fils de Corluc. Bon, c'est quoi le problème avec tes yeux demande le jeune Clove d'un ton intrigué, ce qui fait aussitôt sourire le Savarin, qui répond avec une hostilité bien moindre qu'il n'avait jusqu'alors pour le jeune Clove. Notre puissance se concentre dans nos yeux. Quand on les ouvre, on peut facilement détruire tout ce qui nous entoure. Voilà pourquoi nous préférons les garder clos. De plus, nous arrivons tout de même à percevoir notre environnement les yeux fermés, si c'est ta prochaine question, dit-il avec un léger sourire. Non, je voudrais voir tes yeux, demande-t-il. Tu n'as donc pas compris ce qu'il vient de dire rétorque aussitôt la jeune femme. Si un Savarin de son acabit ne peut retenir son énergie, je ne vois pas ce qu'il fait ici, dit Tarwin. La troupe affiche un léger sourire, sauf la jeune Vistis, qui se sent quelque peu décontenancée. Sudok s'exécute. Quand il ouvre les yeux, il remarque tous de multiples taches de couleurs qui se déplacent sur ses yeux. Certaines de ces taches de couleurs différentes viennent se placer sur l'iris de l'homme, comme s'il leur demandait, puis repartent, ainsi d'autres prennent leur place. Le jeune Clove reste fasciné devant ce spectacle, mais les autres membres de l'équipe le sont moins, car ils connaissent les réelles capacités des Savarans qui sont des plus destructrices. Le commandant coupa court à ce moment d'égarement pour leur annoncer le début de leur premier entraînement. Il pianote sur quelques touches de son bracelet, puis les robots se mettent en formation de combat. Ils arment leurs matraques munies de sondes paralysantes. Didrion trace une ligne de départ, puis leur demande à chacun leur tour de le rejoindre sans être touchés par les attaques des soldats robots. Une tâche qui leur semble bien trop facile. La Vistis se lance la première. Dès qu'elle dépasse le point de départ, les androïdes commencent à se placer de façon à ne lui laisser aucune marge de manœuvre. Ils sont en formation triangulaire. Le premier attaque avec ses matraques, mais d'un mouvement de la main, elle lance une fluctuation qui le repousse. La deuxième ligne de machine la prend en tenaille, mais elle la repousse de la même manière que le premier. Puis la troisième ligne, qui était tout aussi rapide que les autres, surgissent dans une formation de demi-cercle. Elle fait apparaître des chaînes qui sortent du sol pour bloquer les mouvements de l'un des robots, puis se décale vers la position qui vient de s'ouvrir. Les deux autres la poursuivent sans la lâcher d'un pas. Elle arrache un bout de sol sur lequel elle se place pour prendre de la hauteur. Elle tente de prendre de la distance, mais ils sont bien trop rapides. D'un mouvement de ses deux bras, elle parvient à faire s'entrechoquer les deux cyborgs, mais un autre surgit par derrière pour la frapper. Elle parvient tout de même à éviter le coup en sautant de la motte de terre qui lui permettait de l'éviter et retombe au sol. Elle était attaquée de toutes parts. Elle frappe le sol avec ses deux paumes de main. Aussitôt, des mains de créatures de pierre sorties du sol, attrapant les chevilles des machines, alors qu'elles essayaient de se libérer, les mains laissaient sortir d'autres parties de leur corps que l'on pouvait maintenant voir. Elles appartenaient à des statues de monstres des plus hideuses. En aussi peu de temps qu'il faut le dire, elle avait neutralisé tous les androïdes. Chanel put rejoindre le commandant en toute tranquillité, puis fait disparaître ces créatures d'un mouvement de main. Les machines reprirent aussitôt la position pour accueillir le prochain adversaire. C'est Tarwin qui poussa Sudok vers la ligne de départ. Il voulait voir ses yeux en action. Le Savaran, lui, fut contraint, sans pouvoir refuser, car le premier androïde commençait à s'approcher de lui.
Le coup fut rapide, mais son esquive l'était encore plus. Personne ne le vit se déplacer, pourtant il avait bien bougé. Puis, un bruit sourd vient frapper la machine, qui fut propulsée sur plusieurs dizaines de mètres. Il n'y avait aucune fluctuation d'énergie. Avant même de pouvoir comprendre comment il venait de faire, Darwin vit la deuxième salve de robots qui l'attaquaient. Il évita le coup d'un mouvement presque impossible. Puis les autres attaquaient au même moment. Il les évitait pour au final se retrouver face à toute la compagnie de machines qui tentait tant bien que mal de le toucher, mais sans succès. Au contraire, elles se frappaient entre elles. Lui arriva à rejoindre le commandant d'un pas léger, comme s'il n'avait eu aucun obstacle. Les androïdes durent prendre quelques instants avant de se remettre en place, car il s'était auto-électrocuté. Didrion appela une autre machine pour remplacer celle qui venait d'être détruite. Chenel était quelque peu déboussolée, car de son point de vue, elle avait remarqué que le Savaran n'avait pas ouvert les yeux durant son passage. Alors que Sora se préparait à avancer, il est pris de vitesse par Dorga qui franchit la ligne de départ, puis frappe le sol avec son pied. On peut voir se déplacer une fluctuation sous forme d'onde qui se propage au ras du sol. Aussitôt les machines n'arrivaient plus à marcher correctement. La terre semblait être devenue une matière collante. Mais l'une d'entre elles arrive à s'en défaire en accomplissant un saut de plusieurs mètres de haut. Elle retombe vers le clove qui la détruit d'un geste de la main. Seule la lumière de son sort rayonne dans les airs. Il parvient à rejoindre le groupe du commandant en créant des plateformes translucides qui chevauchent à grandes enjambées. Une nouvelle machine est appelée, puis il se reforme pour le prochain candidat. Cette fois-ci, c'est Sora qui se lance à toute vitesse. Il ne veut pas être pris de vitesse par un autre clove. À peine la ligne franchie, il s'envole sur plusieurs mètres. Un courant d'air commence à souffler sur la plaine, qui pousse les machines les unes contre les autres. Il braque son bras droit comme une arme et tire plusieurs salves d'éclairs qui viennent détruire chaque androïde en plusieurs morceaux. Il atterrit près du groupe, arborant fièrement sa réussite, ce qui n'est pas du tout du commandant. Il fait apparaître de nouvelles machines qui prennent aussitôt position. Tous les regards se tournent vers Tarwin, qui fixe la ligne de départ. Il prend quelques secondes avant de se lancer, puis franchit le pas. Il marche d'un pas lent. Aucun androïde ne se déplace. Pourtant, leur mécanisme semble faire de petits va-et-vient. Didrion observe l'écran de son bracelet, qui indique le bon fonctionnement des robots. Quand il arrive au centre du peloton, une machine fait un geste d'attaque vers le jeune Clove, qui répond d'un coup d'épée qu'il a pour fang. Le bruit aigu de la lame résonne dans toute la vallée, qui ne laisse pas indifférent le commandant. « C'est le tueur de Dieu ?» dit le commandant d'un ton étonné. « Pourquoi les robots ne bougent pas ?» demande Sora, intrigué. « Ils sont contrôlés par Tarwin », annonce Dorga. C'était TSR. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.